Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Dimanche avec vous. Bienvenue dans les Hauts-de-France. Nous sommes aujourd'hui à Bondu, commune du département du Nord de 10 000 habitants, à 2 heures d'Amiens. On est juste à côté de Lille, 2 heures d'Amiens, à côté de pas loin de Beauvais. Vous voyez le musée de la Résistance, très connu ici à Bondu, mais la star du week-end, c'est ce salon du livre. 19e édition du nom, 15 000 visiteurs sont attendus en 2 jours, 200 auteurs sont présents, c'est vraiment l'événement du week-end dans la région et c'est sur France 3. Tout de suite, le sommaire de dimanche avec vous, vous est présenté par Anne-Sophie Roquette. Bonjour les petits chéris. Au sommaire de cette émission, nous accompagnerons Xavier, conteur de belles histoires pour les plus petits. Et moi, une porte. Fogg, l'éditorialiste Franz-Olivier Gisbert, est notre invité sur ce salon du livre de Bondu qui, l'année prochaine, fêtera ses 20 ans. Bien. Le défi du jour est pour l'écrivain Michel Quin. Il a troqué son stylo pour le tablier. Et voilà. Il va concocter une recette de la chef Babette de Rosière. Ce sera le temps pour prendre l'apéro. Ce dimanche, nous vous parlerons comme un livre ouvert. Comme un livre ouvert, merci Anne-Sophie. Eh bien, on va passer d'une Madame Météo à une autre Madame Météo. Regardez cette image, Fabienne Amiac qui fait la pluie et le beau temps depuis 27 ans sur notre antenne de France 3 sur le National. Eh bien, Fabienne Amiac, elle est avec nous sur ce plateau. Florence Mabille, vous êtes entourée de visages très très connus ce week-end. Oui, c'est un visage connu des téléspectateurs de France 3, puisque Fabienne Amiac, vous faites la pluie et le beau temps depuis 27 ans sur notre antenne. Oui. Et là, vous êtes à ce salon du livre, un petit peu dans de nouveaux habits. Expliquez-nous avec un livre sous le bras, on va le regarder, le potager des grosses légumes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de potager des grosses légumes? Eh bien, Saint-Exupéry disait « il n'y a pas de jardinier d'homme ». Alors moi, j'ai essayé de cultiver le bon sens paysan et je me suis intéressée à la condition des agriculteurs, cette condition qui nous échappe, ces difficultés à vivre. Et j'ai voulu cultiver à travers les légumes qui sont les éminences grises, ces grosses légumes, ces gens qui nous dirigent, le bon sens paysan. Retrouver du bon sens à la vie. Et effectivement, bien souvent, on a perdu ce bon sens. Et à travers ce livre, je cultive justement ce bon sens pour que nous puissions vivre ensemble. Car c'est mon intérêt aussi et l'intérêt de tous, c'est que nous puissions vivre ensemble. Alors Fabienne, pour terminer, j'imagine que les livres sont importants. Un livre, un titre, un livre qui vous aide à vivre. Alors j'aime beaucoup les 5 accords Toltec, car c'est un livre de philosophie, de sagesse, un livre qui nous rapporte à notre vraie condition pour essayer d'avoir autour de nous que l'utile et non pas le futile. Et la sagesse, effectivement, c'est la reine des philosophies. Voilà, Jean-Luc, je vous laisse avec d'autres visages célèbres à présent. Merci Florence, effectivement, regardez toutes ces personnalités qui sont arrivées tout à l'heure, beaucoup de Paris avec Franz-Olivier Gisbert qui sera avec nous dans quelques instants, Bruno Mazur, l'ancien journaliste qui sera avec nous, Michel Chevalet, aussi vous connaissez bien, qui vient souvent à la coupole des Fois Saint-Omer, Claude Sérillon, bref, vous le voyez, que du beau monde. Et nous sommes aujourd'hui avec l'invité d'honneur de ce salon. Bonjour Franz-Olivier Gisbert, merci d'être avec nous. Faut-il encore vous présenter? Journaliste, éditorialiste, polémiste, écrivain et surtout écrivain. Et pour ce livre, on va le voir, ce Belle d'amour aux éditions Gallimard, ça vient de paraître, c'est un très beau livre, je vous le conseille. Avant d'en parler de votre Belle d'amour, vous, président du salon, sans faire de jeu de mots, comment vous appréciez ce genre d'endroit, être sur un salon là? J'adore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème, on sait très bien tous avec le livre, et que nous autres, écrivains, romanciers, on doit aller sur place, au contact du lecteur. Et en plus, c'est très enrichissant, puisque le lecteur, selon ma théorie, mais c'est facilement vérifiable, il y a beaucoup d'écrivains qui disent, en fait, il réécrit le livre d'une certaine manière. Donc c'est toujours intéressant. Cela étant, le grand salon, en général, je le fuis, parce qu'on est des machines à signer. Et j'aime bien, j'adore d'ailleurs l'ambiance ici, parce que c'est un salon à visage humain. Et donc, on a le temps de parler, et on parle beaucoup, et c'est formidable. Et on apprend. Et votre présence j'aime beaucoup le lecteur. Attire beaucoup de lecteurs, comme vous dites. Alors, Belle d'amour nous plonge au Moyen-Âge, Franz-Olivier, pendant les croisades avec Tiffany Margevol, qui connaît un sacré destin. J'avais noté page 74, elle dit « Le bonheur, c'est quand le malheur se repose. Ça ne dure jamais très longtemps. Le mauvais sort finit toujours par se réveiller. » Elle en voit quand même dans votre livre. C'est le 3e roman où les femmes sont les héroïnes. Et c'est vrai que là, c'est l'occasion de plonger dans le Moyen-Âge, qui est une période qui m'a toujours fasciné. Alors, il y a beaucoup travaillé, évidemment, les croisades, etc. Le personnage de Saint-Louis aussi, qui n'est pas du tout ce qu'on croit.
Et au fond, à travers ce roman, qui est une histoire de femme, évidemment, j'ai réécrit l'histoire. Et moi, j'écris toujours des romans que j'aurais envie de lire. Comme je suis très exigeant, j'ai besoin, vous savez, ce qu'on appelle aux États-Unis, on n'aime pas trop ça en France, ce qu'on appelle le page turner. C'est-à-dire, j'essaie de faire en sorte que quand on commence le livre, on n'a plus envie de l'arrêter. Et c'est ça, en fait, je crois avoir réussi quand j'entends ça. Par exemple, quand on me dit ça de Belle lettre d'amour, enfin, c'est ce que j'ai entendu, je suis content. Voilà, c'est comme le livre vient de sortir, c'est la première fois que des lecteurs, et non pas des critiques, mais des lecteurs comme ça, m'ont déjà dit ça. Donc j'étais fou de joie. Voilà. Donc Bondu, ça fait du bien. On en parlerait toute l'après-midi. Il nous reste une trentaine de secondes, ça va trop vite la télé, mais une image de la campagne présidentielle. Comment vous quittez sans vous entendre parler de cette campagne? C'est vraiment une campagne pour un roman. On est tombé très bas là. Je pense en politique, mais c'est pas vrai seulement en France. Regardez la campagne américaine, la dernière campagne présidentielle américaine. Bon, c'est grave, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que sont en train de devenir nos démocraties. Et la responsabilité, il ne faut pas l'imputer seulement au personnel politique. Je pense qu'on doit aussi nous réfléchir à nos réflexes, cette espèce de dégagisme, pour reprendre la formule de Mélenchon, qui est parfois absurde. Enfin voilà, je trouve qu'il y a dans cette campagne quelque chose qui s'est passé qui est tout à fait nouveau. Moi, c'est ma 8e ou 9e campagne que je suis. C'est vraiment la plus nulle, la plus folle, la pire que j'ai jamais vue. Et on continue à la suivre avec vous. Merci Franz-Olivier Gisbert d'être passé sur le plateau. Merci. Alors vous qui vous aimez peut-être le foot, son visage a marqué les fans du football dans le Nord-Pas-de-Calais en Picardie. Regardez Daniel Leclerc, qui reste l'entraîneur à avoir remporté le seul titre de l'histoire du Racing Club de Lens. C'était en 98. L'ancien joueur professionnel de Marseille est l'un d'une figure du football français. Et il se raconte dans ce livre signé Thierry Morneau, une histoire de druide aux éditions Les Lumières de Lille. Et le druide, Florence Mabille, il est à côté de vous. Oui, il est à côté de moi et dans un univers qui n'est pas le sien, on peut dire ça, Daniel Leclerc, loin des vestiaires, loin des terrains de foot. Daniel Leclerc est ici au Salon du Livre. Expliquez-nous comment vous avez pu vous retrouver là. Bon, tout simplement par l'idée d'un historien qui voulait raconter un petit peu mes mémoires, mon parcours, et puis voilà, on s'est pris au jeu. Ça a pris un petit moment, et puis aujourd'hui, voilà, c'est la récolte du bouquin, et puis les salons du livre. C'est tout nouveau pour moi, mais il y a toujours autant de monde. Oui, on voit beaucoup de dédicaces, vous faites beaucoup d'émissions. En fait, vous êtes un peu l'histoire vivante aujourd'hui du football, l'artisan de la victoire du RC Lens, Coupe de la Ligue, Coupe de France. C'est cet homme-là que les gens viennent encore voir. Hein. Oui, exactement. Ce sont des gens qui ont beaucoup de considération pour ma personne, pour ce que je représente, et puis aussi surtout pour tous les succès que j'ai pu obtenir. Donc aujourd'hui, ils viennent un petit peu pour découvrir le personnage un peu plus loin et pas seulement que les aventures à Lens. Alors, on vous appelait le druide parce que le druide, c'est le savoir, la sagesse, mais on vous connaît taiseux. C'est compliqué pour vous comme ça de vous livrer ? C'est un petit peu le football qui m'a libéré, quoi. J'étais muet avant, je parlais avec les yeux. Aujourd'hui, j'ai l'obligation de parler avec la bouche et puis de me découvrir encore un peu plus. Mais c'est pas inintéressant, au contraire. Est-ce que vous êtes un lecteur, Daniel Leclerc, et de quoi, pour terminer ? Bon, un lecteur essentiellement de foot, tout simplement. Comme les dernières appréciations et réflexions de Raymond Domenech, des bouquins aussi sur le mental, sur la motivation. Encore et toujours, Jean-Luc, le monde du football, je crois que c'est le vôtre, mais vous venez l'apporter ici au Salon du Livre. Et je peux vous dire qu'il y a du monde qui viennent voir Daniel Leclerc dédicacer son livre. Merci Florence, cette belle rencontre. Merci Daniel Leclerc. Ramenez-moi une dédicace. Vous êtes bien sur le 19e Salon du Livre de Bondu, près de Lille. Un salon qui consacre aussi beaucoup de ses animations pour les plus jeunes, qu'il n'y aura pas d'âge pour écouter des histoires, bien évidemment. Et avec l'association Philophile qui fait la lecture à de jeunes enfants, de très jeunes enfants même. On va le voir avec ce sujet dans le quartier de l'Île-Five. Reportage signé Jean-Marc Vasco et Marc Graff. Bonjour les petits chéris, bonjour mesdames, c'est l'heure de la lecture. Tichot l'artichaut n'est pas content. Une fois par semaine, les Lucioles ont rendez-vous avec Xavier. Brrr, le mouton ton. Des mots à dévorer, des histoires à déguster ou parfois qui font peur. Une demi-heure de lecture, instant calme et privilégié pour ces bébés âgés de 6 mois à 1 an et demi. C'est quelque chose de magique, c'est des mots, c'est des livres, c'est des images,
Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose de magique dans les livres qui fait que les enfants, quand on leur lit des histoires, mais même les adultes, hein, ils sont sages aussi quand on leur lit des histoires. Au revoir. Dans la pièce d'à côté, la bibliothèque de la crèche, cette fois est envahie par des libellules et des coccinelles. Ce sont les enfants âgés de 16 mois jusqu'à 3 ans. Pour les professionnels qui les encadrent, ces lectures ont d'autres vertus éducatives. Gilet de chocolat nous aide de mauvaise humeur. Boum, crac, badabam. Nous remarquons que les enfants effectivement évoluent beaucoup au niveau du vocabulaire et même aussi des phrases qu'ils constituent. Ils nous en reparlent. D'ailleurs, quand on sait que c'est Xavier qui arrive, c'est déjà la fête à la crèche. Des lectures qui peuvent aussi aider l'enfant à passer quelques étapes importantes de la vie. Qui courait dans l'herbe. C'est un support au moment de la propreté, par exemple. Par le biais de la lecture, on peut faire passer des messages au niveau des enfants pour la propreté ou quand les enfants attendent peut-être un petit frère ou une petite sœur. En fin d'après-midi, c'est Christine et le méchant loup qui se retrouvent dans une classe de l'école primaire du quartier en compagnie de quelques parents. C'est pas nous, c'est vous. C'est sympa, on en reparle à la maison, on les refait à la maison. C'est un moment agréable après l'école. Ça reste toujours intéressant pour développer leur vocabulaire, pour enrichir leurs connaissances. De faire ça à l'époque des écrans et de l'image et être un spectateur passif, là c'est quelque chose de différent, les enfants participent. Il a volé, tournoyé, a repêché. Ça raconte un facteur qui monte aux escaliers et qui casse son nez parce que l'escalier il est en papier. Le facteur. Pourquoi t'aimes bien qu'on raconte des histoires? Pourquoi c'est bien? Parce que j'aime bien. Et pourquoi t'aimes bien? Je sais pas. Le bout du nez s'est envolé, le bout du nez s'est envolé. Excusez-moi, j'ai des petits gamins qui touchent à mes affaires. Voilà, en sécurité. Ah oui, c'est encore plus important, je pense, à notre époque, de tenter de recaptiver les enfants par autre chose, et notamment le bouquin, et ça marche. Et ça marche depuis maintenant 22 ans. Chaque année, ce sont 8 à 900 enfants de ce quartier qui bénéficient de ces lectures. Très beau sujet. Bonjour Babette de Rosière. Plutôt mignon, non? Ah ben quand j'étais enfant, si j'avais ça, ce serait formidable. Les enfants sont tellement gâtés, c'est chou, c'est agréable. Et puis ça éveille, les enfants sont plus sociables. Et puis en rentrant à la maison, ils sont contents. Vraiment, je les envie là. J'aimerais être comme eux à cet âge-là. Alors Babette de Rosière, vous nous avez rejoint, vous venez de publier ce livre « Mes meilleures recettes pour tous les jours » aux éditions Flammarion. Alors j'ai une question capitale pour vous. Si je rentre chez moi ce soir, si je lis votre livre, moi qui suis nul en cuisine, je peux faire vos recettes? Absolument. Attention, d'ailleurs, c'est important, écrit mes meilleures recettes pour tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, on peut faire une petite recette simple, sans se prendre la tête. Et même avec ce qu'on a dans le frigo, parce que j'ai tout prévu. Donc les épices et les produits, on les trouve ici. On ne prend pas l'avion pour aller les chercher. On les trouve dans tous les supermarchés. C'est très simple. Il suffit de suivre le petit 1, le petit 2, le petit 3 et ça y est. Alors on va voir ça. Avec Judith Ambert, on a eu l'idée de demander à l'écrivain nordiste Michel Quint, que vous connaissez forcément, présent aussi sur ce salon, de mettre le tablier et de concocter une recette de votre livre. Alors, de mon livre à moi? De votre livre à vous. Alors, défi réussi ou pas, c'est quoi le menu signé ce dimanche? Marc Graff et Jean-Marc Vasco. Michel Quint, écrivain et aujourd'hui cuisinier. Je vais essayer de vous préparer un sauté d'agneau au curry rouge et à la noix de coco. Pour les ingrédients, de l'agneau, des petits pois, du persil, échalotes, coriandre, ail, thym, laurier, romarin, lait de coco, poivron rouge, citron vert, oignon, poivre et sel, curry rouge et gnocchi. Coupez en petits dés l'agneau et réservez. Émincez l'oignon, l'échalote et le poivron. Bien, il nous reste à hacher finement persil, ail et coriandre. Et voilà, 3 cuillères à soupe d'huile, ail, échalote et oignon. On va rajouter maintenant notre agneau. C'est évidemment l'instant clé de la recette. On va mettre le poivron maintenant et on verra ce que ça donne pour le goût. Il commence à être bien doré là. On commence à incorporer le bouillon de volaille. Maintenant, on va mettre la pâte de curry. Il faut laisser cuire une demi-heure en gros. Ce sera le temps pour prendre l'apéro. Quelques feuilles de romarin qu'on a décidé d'ajouter sur la fois
de la photo du livre de Babette. Laurier, thym, romarin, persil haché. Voilà, on mélange soigneusement. On va couvrir. Nos 10 minutes de cuisson à couvert sont passées. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre et la coriandre hachée pour terminer. Et puis on pourra dresser. Mais voilà, un sauté d'agneau au curry rouge et au lait de coco. Je suis assez fier de moi. Alors Babette de Rosière, c'est plutôt bien débrouillé. Il a réussi, Ouais. il a réussi, sauf que bon, il n'est pas cuisinier. Moi, j'aurais aimé beaucoup, enfin. Un peu Je plus préfère finement, ne on va pas dire, cri- non? Je préfère ne pas critiquer. Mais en tout cas, finement, c'est le rôle du cuisinier. Mais il a bien réussi, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Vous suivez la recette à la lettre et vous ne pouvez pas rater. Et vous c'est savez ça qu'il a quoi fait. C'était très très bon, on a goûté. Et on n'a pas un petit peu pour moi là? Non, on a tout mangé. Ah, vous avez caché ça? Allez, on va rejoindre justement notre écrivain cuistot Michel Quin aux côtés de Florence. Rassurez-moi, Florence, il ne quitte pas l'écriture pour la cuisine. Eh bien écoutez, je vais lui poser la question. Michel Quin, entre l'écriture ou la cuisine quand même, hein, ça y est, votre religion est faite depuis longtemps, c'est l'écriture? Oui, non, mais en même temps, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour faire un bon plat, il faut fouiller dans ses armoires, dans son frigo. Et pour faire un bon roman, il faut fouiller dans ses poches, fouiller dans sa mémoire. Et puis après, c'est histoire d'accommoder les restes. Alors, dans le cas de la recette de Babette, là, c'est pas des restes. Hein. Là, on a vraiment fait avec des ingrédients de première qualité. Alors, si je peux faire mes romans avec des ingrédients de première qualité, c'est bien. Sinon, je bricole. Alors là, votre dernier roman, Un hiver avec le diable, nous raconte vraiment très bien. C'est une chronique de l'immédiate après-guerre sur fond de procéduradour de guerre d'Indochine. Le Nord, où on est vraiment dans le diable, c'est celui qui divise. Et puis, on voit ces gens entre ombre et lumière. Ils ne sont pas remis de l'occupation, ils ne sont pas remis de la guerre. Vous racontez comme personne, avec de la gouaille. Vous dites que vous n'êtes pas un photographe du réel, n'empêche que vous racontez comme personne. Vous avez... J'espère donner au moins une impression, sinon réaliste, au moins juste de cette époque, au moins sur l'émotion. Alors, je crois savoir qu'une fois que vos livres sont édités, vous les rangez dans un coin de votre bibliothèque. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, je ne les relis jamais. Absolument jamais, parce que j'ai trop peur de me trouver médiocre. Et du coup, vous lisez quoi? C'est quoi vos auteurs, votre roman? Allez, si vous deviez en choisir un, c'est compliqué, mais... Ah là, actuellement, bon, il y a les Philippe Claudel, il y a les Valentine Gobi, il y a les Carole Martinez, il y a les Serge Chalandon. Tout ça, je lis d'office et en confiance. Et Flaubert dans les classiques? Ah bah oui, ça, Flaubert, c'est la référence. Et vous, Jean-Luc, d'ailleurs, je ne vous ai pas encore posé la question. Quel est votre livre qui vous a aidé à vivre ou qui vous a profondément marqué? J'attends la réponse. Ouais, c'est pas un livre de cuisine, je vous rassure, c'est plutôt Milan Kundera. Vous voyez, c'est un peu mes livres de chevet. Merci Florent. Un mot sur le phénomène de la cuisine, Babette de Rosière. Il y a des livres partout. C'est vraiment un phénomène. Comment vous l'expliquez ça? Avec les séries, les émissions télé aussi. Moi, je trouve ça très bien, parce que trop longtemps, les gens boudaient la cuisine. J'étais parmi les premières à faire des émissions en cuisine, et alors, à l'époque, il ne fallait pas que je parle trop de produits exotiques, pas d'épices, etc. Depuis, ça a évolué. Maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de voir que les gens utilisent nos produits exotiques, qui sont quand même français, utilisent des épices, et ça se crée une ambiance. Une vraie ambiance, et maintenant, les gens ont envie de faire la cuisine. Alors, quand on voit les visiteurs, on va voir une image. Ils étaient nombreux avec vous tout à l'heure en séance de dédicace. Ils vous parlent de ça, quoi. Ils viennent vous voir, mais aussi ils viennent parler me cuisine. voir, ils me demandent des conseils. Ils sont contents que je sois là parce qu'ils me disent enfin dans un salon littéraire on trouve de la cuisine. S'il y a un engouement pour la cuisine, c'est incroyable. Mais maintenant je ne vais pas me plaindre parce que j'ai trop souvent regretté l'absence d'émissions de cuisine. À part Oliver, on n'avait rien dans le temps. Et maintenant, les gens s'intéressent à la cuisine. Je vois même des hommes qui est un peu réticents, qui viennent me voir. J'ai un cadeau à faire à ma femme, c'est pour moi. Je vais cuisiner pour son anniversaire, etc. Mais c'est intéressant. Et ça aide des gens à mieux rester chez eux, à mieux cuisiner pour leur famille et à comprendre que les produits, avec un simple produit, avec quelques ingrédients, on peut cuisiner quelque chose de formidable. Et en plus, on a la sensation et le bonheur de dire c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. En un mot, il nous reste 15 secondes. C'est quoi un plat réussi pour vous? Un plat réussi, c'est un plat équilibré. C'est un plat où tout est tout doux.
on ne peut pas distinguer une épice par rapport à l'autre. Ça veut dire que c'est harmonieux en bouche et surtout ça réveille l'appétit. Et quand on regarde le plat, il faut déjà rêver avant même de l'avoir goûté. Et avec le soleil des Antilles, c'est encore plus agréable. Exactement. Merci à vous, Babette de Rosières. Je Merci rappelle de le titre de m'avoir votre reçu. livre, Mes meilleures recettes pour tous les jours. Merci beaucoup. Et si vous voulez déguster mes plats, c'est à la case de Babette. On viendra déguster, merci. Allez, on va passer à la bande dessinée, car elle a une place importante aussi sur ce salon du livre de Bondu. On va rejoindre notre illustrateur lillois Vinoc. Il vient de sortir Le Postello, c'est une belle BD, et on va rejoindre Florence Mabi qui est à ses côtés. Oui, Jean-Luc, vous le voyez, des albums par centaines là derrière moi, pour tous les goûts, pour tous les genres. Et je vous propose d'aller retrouver Vinoc qui a illustré, mis en couleur ce dernier album Postello. Est-ce qu'être présent ici au Salon du Livre, c'est une façon d'être visible autrement et de sortir finalement de l'univers des BD-Files ? Tout à fait, parce que l'univers des BD-Files est un univers très solitaire. On est seul à la maison pour travailler, même si c'est un travail que je fais en tout cas avec un scénariste. Mais c'est vrai que le fait de se retrouver ici, c'est l'occasion de retrouver le public et puis d'autres auteurs aussi. La BD, c'est vraiment des lecteurs avertis, passionnés. Est-ce que c'est sortir de votre public, de votre zone de confort ? C'est essayer aussi d'aller chercher de nouveaux lecteurs, tout à fait, oui. Surtout avec des albums qui ont des propos un petit peu particuliers. Oui, en l'occurrence, cette enquête policière dans le monde de l'expertise de l'art. Voilà, ouais. Là, on peut s'adresser à des gens qui ne sont pas habitués à la bande dessinée, mais qui apprécient l'art, justement. Par l'histoire, en fait. Essayer de les amener à la bande dessinée. Ouais. Est-ce que vous-même, vous êtes un lecteur Vinoc ou vous ne lisez que de la BD ou qu'est-ce que vous aimez quand vous prenez le temps de lire ? Non, je ne lis pas que de la bande dessinée. Je lis aussi d'autres bouquins et j'aime beaucoup le polar. Donc j'aime beaucoup Arnaldur Indridason. Alors est-ce que je peux vous demander quelque chose pour nous, pour Dimanche avec vous, pour Jean-Luc, de nous montrer, de nous faire peut-être éventuellement un petit croquis, une petite dédicace ? Bien sûr. Regardez ce dessin, c'est une exclusivité pour France 3 Hauts-de-France, des mains, et pour Dimanche avec vous, les mains de Vinoc, et ce dessin spécialement pour Dimanche avec vous. C'est un petit souvenir et je peux vous dire que cela, on va le garder. Merci Vinoc, merci Florence. À tout à l'heure, ramenez-moi surtout la dédicace. On reste dans la BD avec notre rubrique Un jour, une histoire qui nous emmène, vous allez le voir aujourd'hui, en 1991 avec Martine. Forcément, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Si Marcel Marlier est le père de Martine, ce n'est bien sûr qu'au figuré. Au propre, il est en fait l'illustrateur de la fameuse série de livres qu'ont déjà dévoré 3 générations d'enfants. Martine aura bientôt 40 ans. Elle ne les fait pas, elle ne les paraît pas. Parfois, elle a un coup de vieux, mais puis je la rajeunis. Je m'aperçois tout de suite et affolé, je la rajeunis. Malheureusement, je n'ai pas eu de fille. Ce n'est que Martine. Bonjour Bruno Mazur, ça vous rappelle des souvenirs ça Martine ? Moi je connais Martine à la mairie. Pas loin d'ici d'ailleurs, Martine Aubry. Ouais. Non mais moi c'était plutôt littérature pour petites filles. Ouais, donc moi j'étais plutôt Gaston Lagaffe et tout ça, les pieds nickelés. Et Tunique bleue pour moi aussi, c'était voilà. ça. Alors vous venez de publier Bruno Mazur ce livre Élysée Académie, une fiction politique aux éditions Hugo Doc. Alors fini l'élection présidentielle, vous enfermez 11 candidats dans un loft pour une mission de télé-réalité et le vainqueur devient président. Quelle drôle d'idée, j'allais dire. Ils sont 11 officiellement aujourd'hui. Et ils sont 11 aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment les mêmes. Mais oui, non, mais moi je vais jusqu'au bout du délire parce que c'est vrai qu'on assiste même, hélas, à une certaine pipolisation de la compétition. Moi je fais partie des vieux cons qui pensent que c'est important d'élire un président et que j'ai plus envie de jauger leurs idées que savoir s'ils ont une femme gentille ou un joli chien. Et donc on est un peu rentré dans un délire de com'. Et donc voilà, j'imagine que l'élection est annulée, supprimée pour des raisons de sécurité et de coût, ça coûte la peau des fesses, et que ce sont les Français qui sélectionnent avec leur téléphone les candidats qui sont réunis dans un loft. Alors on va voir une image de vous, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Présentation des JT, TF1, Antenne 2. Alors je ne sais pas quel lancement vous auriez fait sur votre livre, en tout cas je pense qu'il aurait été salé. Je serais appliqué. Dans votre livre, Laurent Fabius dit il faut tout de même imposer un minimum de sérieux dans ce bordel, entre guillemets. Mais vous, le sérieux, ça vous plaît pas en fait. Non, mais c'est un délire, c'est une fiction, mais c'est vrai que j'ai fini le bouquin il y a 3 mois et que tout ce qui se passe depuis me fait dire que la fiction, la réalité est totalement dépassée par la fiction ou inversement. Mais rassurez-moi, on est encore loin de ce scénario quand même.
Oui, mais on y vient tout doucement, tout doucement. C'est vrai que c'est même frappant qu'on est de plus en plus dans les émissions de pure com. L'émission de Karine Le Marchand, c'était vraiment quelque chose, montrer aux gens qu'ils sont sympas, qu'ils sont drôles, qui peuvent raconter des histoires rigolotes et parler de leurs soucis. C'est un peu, encore une fois, on est un peu dans le délire de la communication et de la substance. Qu'est-ce que vous aimez, pour terminer, Bruno Mazur, de venir sur ce salon comme ça, parler de votre livre, mais aussi un contact, on voit le public vient vous voir. Pourquoi vous aimez ça? C'est toujours intéressant de rencontrer les gens qui vous lisent. Bon, c'est vrai que le contact est un petit peu différent peut-être que d'autres écrivains, entre guillemets, parce que je ne me prétends pas du tout écrivain. Mais bon, quand on a été à l'antenne pendant longtemps, les gens nouent une relation affective avec vous, donc vous demandent des nouvelles, vous demandent si vous n'êtes pas trop triste de ne pas être à l'antenne, comment allait Joseph Poli puisqu'il nous a quittés, comment va Michel Drucker qui ne nous a pas encore quittés. Voilà. Que de beaux sourires. Oui, non, mais il n'y a pas eu toujours que des bons souvenirs, mais il faut garder les bons, parce que c'est un privilège formidable de travailler dans ces métiers-là. Bon, vous avez un peu l'habitude, il nous reste 44 secondes. Comment vous diriez au revoir pour dimanche avec vous, là? Comment vous laisseriez nos téléspectateurs? Alors pour les téléspectateurs qui ne sont pas au marché de Vorzem, je souhaite un très très bon dimanche et je leur conseille de venir ici au Salon du Livre de Bondu parce qu'il y a énormément de gens à rencontrer, de bouquins formidables à acheter. Très bien, merci Bruno Mazur, merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du Dimanche avec vous. On se retrouve dimanche à 12h55. Très beau week-end, à bientôt. Tout de suite, retrouvez-nous dans Même le dimanche avec nos invités. Dominique Dessler,